Qui d'entre vous n'est pas choqué de voir le désastre et tout le mal qui arrive au peuple ivoirien? Quant à moi, je suis totalement perturbé. C'est la raison pour laquelle je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je parlerai de quelque chose d'extrêmement important, quelque chose qui nous gangrène de l'intérieur, qui concerne le peuple ivoirien aujourd'hui, mais dites-vous que ça concerne les autres pays africains. C'est la raison pour laquelle je vous dirais, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous comprenez des choses extraordinaires. Les amis, tel que je vous expliquais, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir, car on parlera des choses très sérieuses. On parlera de ce pays magnifique, de ce pays frère, nous appelons généralement la belle famille. Cette vidéo a été faite sur la base de certaines interpellations des amis et des frères qui sont originaires de la Côte d'Ivoire, qui me demandaient mon avis. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dirais, restez connectés. On verra cette courte vidéo ou bien cet extrait et par la suite, on pourra en parler. Je vous expliquerai des choses extrêmement importantes. Ceci dit, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo et on en parle après. Alors, le premier axe sur lequel les Libanais vont jouer pour gagner la Côte d'Ivoire, c'est l'islam. C'est la religion. C'est pas pour rien que celui-ci passe tout le temps sur les réseaux à dire « Oh, l'islam, le prophète a dit ça ». C'est pas pour rien. En plus, en Côte d'Ivoire, il y a plus de musulmans que de chrétiens. En fait, que toutes les autres religions. Et beaucoup d'Ivoiriens qui sont de confession religieuse musulmane préfèrent un musulman, même libanais, à la tête de l'État, que quelqu'un d'autre qui n'est pas musulman, même si ce dernier peut bien faire les choses. Le deuxième axe, ce sera simplement de se multiplier en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire faire venir un grand nombre de Libanais, en plus, engrosser également les filles ivoiriennes pour faire un grand nombre de métis, parce qu'avec le temps, ces métis vont constituer un électorat important. Le troisième axe que je te donne, c'est simplement qu'ils vont s'investir dans la vente de la drogue. Parce que bon, c'est pas moi qui dis ça. Les rumeurs courent sur les réseaux qui sont des vendeurs de drogue. Moi, c'est pas moi qui dis ça. Même les médias français, etc. C'est ce qu'on raconte. Donc, beaucoup de jeunes ivoiriennes réclament qu'on légalise la drogue. Pour que l'État mette un contrôle, à votre avis, il faut que l'État légalise donc la consommation de... Effectivement, parce que si l'État légalise, c'est l'État même qui va prendre ça en charge. Donc, d'un côté, ils vont vendre à la jeunesse. Et quand la jeunesse va fumer, tant mieux, ils n'ont plus rien à réclamer. Et c'est comme ça qu'ils vont gagner le terrain. Le quatrième axe, c'est de travailler leur image en Côte d'Ivoire. De plus en plus, ils font des cadeaux aux enfants, ils vont dans les écoles, etc. L'image qu'ils veulent que les enfants retiennent de c'est quoi? C'est simplement que les enfants pensent qu'ils sont de très bonnes personnes. Bienvenue dans la suite de cette vidéo. J'espère que vous avez compris, les amis, de quoi il est question. On est dans une dynamique où on a un peuple qui est arrivé du côté de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui est en train de se déplacer de façon insidieuse, et le peuple ivoirien probablement ne se sent pas concerné, ne voit pas encore le danger. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a de plus en plus de vidéos qui sont faites pour sensibiliser les uns et les autres. Vous avez compris dans la vidéo le mécanisme qu'ils mettent sur pied pour pouvoir occuper de l'espace, pour pouvoir rentrer dans les cerveaux des personnes et se présenter comme des gens parfaits, des gens avec une certaine dynamique, avec un certain mécanisme, ou bien des personnes irréprochables. Mais il faut comprendre que ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui, parce que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays africains dont sa croissance est basée sur l'ouverture massive vers la migration. Et quand on arrive à ce niveau, on va comprendre que depuis les années 60 aux années 80, Houphouët-Boigny avait développé la Côte d'Ivoire sur cette base, en faisant rentrer massivement les étrangers. Et curieusement, le vieux, comme on l'appelle affectueusement, ne faisait véritablement pas confiance au peuple ivoirien. C'est l'une des raisons pour lesquelles sa garde rapprochée, les gens les plus proches étaient des gens venus d'ailleurs, qui ont par la suite développé le pays. Mais on se retrouve avec un mécanisme où il y a une forme de fragilité dans cette situation, parce que dans un pays où 25% de la population est d'origine étrangère, à un moment donné, on va commencer à sentir une menace, parce que les non-autochtones deviennent de plus en plus mobiles, de plus en plus forts, et ça devient un problème sur le plan immédiat et sur le très long terme. Parce que derrière, si l'État n'est pas fort, il y a un problème au niveau de la croissance qui sera absorbée par la population dite étrangère.
Lorsqu'on a compris ceci, on va remonter tout simplement tout à côté dans les années 90. Il y a une crise qui a déclenché de ce côté, mais beaucoup ignorent la véritable cause. La cause principale était sur le plan foncier, il était également ethnique et démographique. Sauf que lorsqu'on a commencé à expliquer le processus, on a commencé à parler par la croissance économique, on a commencé à parler de la crise économique, parler du chômage urbain, parler des pressions de terre, et on a politisé la situation. Pourtant, le problème était démographique. C'est tout simplement parce que nos parents ivoiriens se retrouvaient avec une forte population où dans certains villages, certaines terres appartenaient aux étrangers parce qu'on les a fait rentrer massivement, et lorsqu'ils sont rentrés, les autochtones ont lâché prise et les étrangers les non-ivoiriens, parlons de la sorte, se sont retrouvés propriétaires terrain et les locaux se retrouvaient pratiquement mis à l'abri. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut comprendre qu'en matière de migration, il existe plusieurs mécanismes. Il y a d'abord la migration de suivi, qui consiste à faire des gens fuir des guerres et se retrouver sur un territoire. Et quand on arrive dans cette dynamique, il y a une forte population qui arrive subitement dans un espace, et il faut absolument prendre des dispositions pour recadrer cette migration. Et du côté de la Côte d'Ivoire, on a ce problème avec les Libanais qui ont fui à un moment donné les crises dans leur pays et voulant se diriger du côté des États-Unis, prenaient des navires, se retrouvaient au Sénégal, et après on a dirigé cette population du côté de la Côte d'Ivoire pour pouvoir déséquilibrer. C'était une main forte pour le colon afin d'affaiblir la population ivoirienne. Et quand ces gens sont arrivés, on leur a donné beaucoup de facilité. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand on arrive dans ces chemins, on se rend compte qu'on a en face de nous des peuples qui sont subitement devenus très forts. On se demande comment ils ont fait. Ils ont profité du colon, ils ont proposé des forces du colon pour pouvoir s'installer. Ensuite, on a une deuxième type de migration qui est la migration opportuniste. Quelqu'un qui cherche des revenus, qui cherche une sécurité, qui quitte le chez lui individuellement pour aller dans un autre espace, s'installer et donner un avenir meilleur, soit à lui ou bien à sa descendance. Et on appelle ça généralement, on se retrouve parfois avec une forme de déstabilisation collective, parce que les gens viennent en masse, ils s'installent, ils viennent parce qu'ils cherchent les opportunités, et par la suite, on va se retrouver avec cette migration qui peut déstabiliser un État. Maintenant, en troisième plan, on a la migration stratégique. La migration stratégique, c'est une migration qui est organisée par les États, des réseaux ou des idéologies. On est dans un état où certaines personnes comprennent qu'il faut aller déstabiliser un pays ou bien aller s'installer dans un pays pour après s'accaparer de certaines forces. Et lorsque ça se fait par les États, c'est quand ils ont compris qu'un État est riche et derrière, l'État n'a pas assez de force ou bien n'a pas très bien sécurisé son économie ou sa politique pour pouvoir privilégier ou bien favoriser les autochtones ou les locaux. Quand les autres nations comprennent cela, c'est la raison pour laquelle ils vont développer ce type de migration stratégique. Et on est sans savoir que du côté de la Côte d'Ivoire, on a des endroits qui appartiennent exclusivement à la communauté libanaise. C'est où vous comprenez que la migration économique a fini par se transformer en migration stratégique, ce qui devient un gros problème pour la communauté ou bien pour le peuple ivoirien, parce que historiquement, la migration stratégique a pour but de déstabiliser un pays, a pour but d'affaiblir le pays et prendre le contrôle. Et lorsqu'on regarde, on n'est pas loin de là. C'est pourquoi dans leur mécanisme, ils utilisent des techniques de soft power où à un moment donné, ils vont commencer à distribuer des bonbons, distribuer des cahiers, distribuer des gadgets aux enfants ivoiriens pour que l'enfant ivoirien, lorsqu'il grandit dans son subconscient, il sait que le Libanais, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est facilement acceptable, c'est quelqu'un qui a beaucoup de facilité, qui a beaucoup de largesse. Ça devient un élément perturbateur pour ceux qui ne comprennent pas comment ça marche. Maintenant, il faut comprendre que l'Afrique également reste un territoire de départ et de destination des migrants.
Parce qu'on a une forte communauté africaine qui sort du continent africain et il y a également une autre forte communauté qui rentre sur le continent africain. Et essentiellement de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand vous arrivez dans les déserts, vous allez voir une forte communauté de jeunes Libanais ivoiriens qui sont en train de fuir leur pays. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport d'Abidjan, vous allez voir une forte communauté libanaise qui rentre sur le territoire ivoirien. Vous comprenez que nous sommes dans une phase où, si on ne fait pas très attention sur le plan politique, le pays sera déstabilisé. Et à un moment donné, ce pays va se retrouver entre les mains du Libanais. C'est pourquoi, lorsque les jeunes sortent, le jeune ivoirien, la Côte d'Ivoire est en train de perdre ses forces et il reçoit une population, ou elle reçoit autant pour moi, la Côte d'Ivoire reçoit une population qui travaille de façon stratégique pour développer leur communauté. Et à ce moment, on arrive à un moment où on ne capitalise plus sur la diaspora parce que c'est une diaspora faible qui est partie du côté de la Côte d'Ivoire et puis celle qui est rentrée en Côte d'Ivoire est devenue une diaspora très forte. Je tiens à dire que c'est des erreurs qu'il faut absolument éviter pour que la communauté ivoirienne ou bien que le peuple ivoirien puisse récupérer une partie de son économie parce que sans faire ceci, on devient extrêmement dangereux. Ce peuple devient extrêmement affaibli et ceux qui sont venus deviennent très forts. C'est pourquoi il faut toujours comprendre qu'il n'y a pas de démographie neutre, absolument pas. On a des empires qui ont disparu à cause de la démographie. C'est la raison pour laquelle on va faire un recours massif à des populations extérieures pour armer le pays et puis détenir ce pays sur le plan économique. Et derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de déstabiliser le pays sur le plan culturel. Et c'est ce que nous on voit du côté de la Côte d'Ivoire avec tous ces mécanismes qui sont mis sur pied, qui font en sorte que si l'armée ou bien si le gouvernement ivoirien rentre dans une forme de tolérance, ils vont se retrouver désarmés sur le plan culturel, économique et stratégique. Et le peuple finira par disparaître. On ne dit pas que l'Ivoirien va disparaître totalement. C'est des choses qui se mettront sur pied sur le très long terme. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'ils rentreront en économie, lorsqu'ils auront détenu l'économie, ils feront l'effort de détenir la politique. Et une fois qu'ils ont détenu la politique, sur le plan culturel, ils vont commencer à imposer leurs normes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous voyez les pays occidentaux ayant compris ceci, lorsque vous arrivez chez eux en tant qu'immigrants, ils vous disent toujours de vous assimiler. Ils vont vous demander d'apprendre la langue locale. Ils vous demanderont d'aller à l'école, apprendre leur culture, d'aller comprendre les codes sociaux dans leur pays. Mais il faut se demander, est-ce que l'Ivoirien qui arrive en Côte d'Ivoire le fait? Ils sont dans leur communauté, ils ne s'assimilent pas. Ils sont à l'écart et c'est des conditions qu'ils mettent sur pied pour pouvoir créer une communauté forte sur le plan local. Et lorsqu'on a dit ceci, il faut comprendre que si vous avez abandonné cette partie, vous devenez très faible. Et quand, sur le plan politique, on ne développe pas des stratégies pour filtrer ceux qui arrivent, pour leur démontrer que voici où vous devez être, voici ce qu'il faut faire pour être fort, ou bien pour appartenir à cette nation, on se retrouve avec un État où tout est flou. Et l'un des points encore très importants dont il faut absolument savoir, c'est le contrôle du foncier. Lorsqu'on arrive dans un pays où le foncier n'est pas régulé, on a des gens qui arrivent avec beaucoup d'argent et finissent par tout acheter aux autochtones. Ils finissent par tout acheter et à la fin, l'autochtone se trouve marginalisé. Et une fois qu'il se trouve marginalisé, on va se retrouver avec un système anarchique, avec une urbanisation qui va dans tous les sens. Et on a le même principe du côté de Cocody et Angré. Surtout Cocody et Treichville, où on a carrément tout un parc immobilier qui appartient à une communauté. On arrive sur le plan économique avec des gens qui sont venus et réussi à ouvrir, à créer, autant pour moi, la chambre du commerce libanaise sur le plan du côté de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a compris ceci, on voit qu'il y a une menace, une très grosse menace dont il faut absolument prendre des dispositions pour ne pas se retrouver en train de perdre toute une civilisation. Parce que dans l'histoire, les peuples ont disparu de cette façon.
ça a été silencieux, il n'y a pas eu de brutalité, tout est allé doucement, tout doucement, tout doucement, et on s'est retrouvé à ce niveau. Il faut comprendre maintenant que c'est un mécanisme qu'il ne faut pas sous-estimer sur le long terme. Pendant que nous parlons, nous ne voyons pas cela, mais sur le très long terme, c'est quelque chose qui est insidieux. Parce que la dynamique migratoire ne revient jamais en arrière s'il n'y a pas un choc majeur. Lorsque les gens quittent des choses, ils vont s'installer quelque part. Une fois qu'ils se sentent bien là-bas, il sera difficile pour eux de retourner s'il n'y a pas un incident, s'il n'y a pas quelque chose de fort. Et on l'a vu lors de la crise en Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'il y ait cette crise pour que certains Libanais cherchent à avancer. Mais malheureusement, ils sont toujours restés sur place. C'est pourquoi il faut savoir que la crise peut être subie. Je vais dire, la disparition d'un État a des étapes. Premièrement, elle est subie telle qu'on le voit. Après, elle est niée. Après, elle est justifiée. Et par la suite, on rentre dans les regrets. Lorsqu'on arrive au niveau des regrets, c'est dire qu'il n'y a plus rien à faire. Alors les amis, lorsqu'on a compris ceci, il faut se poser une question. Où se trouve la Côte d'Ivoire en ce moment? Il est clair que la Côte d'Ivoire doit se poser, ou bien les Ivoiriens doivent se poser la question, est-ce que les immigrants sont une menace ou une opportunité? Il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'est pas condamnée, aucun nom. Elle peut, et si elle veut bien évidemment, être un carrefour historique. Pour cela, elle doit organiser les migrations, valoriser sa diaspora, contrôler son foncier, construire une identité politique inclusive mais forte. Et, ou bien, si elle le veut bien évidemment, devenir un espace de traversée où chacun peut venir et faire ce qu'il a envie, administrer de l'extérieur, vider de ses forces, vivre. Et c'est ce que nous vivons. Donc, le pays a un choix. Maintenant, il faut se poser quelques questions. Quelles sont les erreurs à ne pas faire ou des leçons historiques à ne pas commettre? La première erreur à ne pas commettre, c'est d'attendre que le marché règle les questions identitaires. Ça ne le fera jamais. Ça, il faut que le peuple ivoirien comprenne. Laissez le foncier hors de l'État, que ça devienne un imbroglio. Il faut savoir que c'est une addiction hautement stratégique si les autorités ne prennent pas le contrôle. En troisième, politiser l'identité sans valoriser ou définir juridiquement, c'est ouvrir la porte au chaos. En quatrième point, ignorer les valeurs culturelles ivoiriennes. Du moment où le peuple ivoirien va embrasser les valeurs culturelles des autres tout en diabolisant la sienne, ça devient un gros problème parce que ce peuple s'identifiera toujours aux autres. Il ne s'identifiera jamais à sa culture ivoirienne. Lorsqu'on a compris ceci, il faut se demander, est-ce que la Côte d'Ivoire peut encore réussir? Je vous dirais oui, et en 3 points. Premier point, clarifier définitivement le statut des terres, de la citoyenneté, ses droits et les devoirs des migrants. Et par la suite, transformer l'immigration en projet d'État, intégrer réellement le retour et organiser les départs. Pas de zone grise permanente. Et en troisième point, il faut mettre sur pied une économie urbaine, réduire la pression foncière rurale, créer une identité nationale économique partagée. Les riches ne doivent pas être extrêmement riches pendant que les Ivoiriens sont en train de croupir dans une misère abjecte. Lorsqu'on a compris ceci, on va finir par une conclusion simple et stratégique qui est la Côte d'Ivoire n'est pas menacée par les étrangers, aucun non. Elle est menacée par l'indécision. Parce que faire venir les gens chez soi et ne pas les réguler devant, c'est ça qui devient la menace. Ce n'est pas ceux qui viennent qui deviennent la menace. C'est comme on l'a dit dans la vidéo, tous les peuples qui ont compris régulent les immigrés qui arrivent chez eux. C'est un pays qui peut devenir soit un modèle africain de coexistence organisée ou soit un espace de tension récurrent mais contenu. Lorsqu'on a compris ceci, nous avons pris l'exemple du Ghana. Quand vous arrivez au Ghana, ils ont une très bonne politique de migration. Tout Africain qui rentre au Ghana, primo, n'a pas besoin d'un visa pour entrer. Et une fois sur le territoire, vous êtes chez vous. Vous allez prendre un véhicule du nord au sud. Tout le long du trajet, vous pouvez rencontrer 10 postes de police. À aucun moment, on demandera une pièce d'identité à un étranger. Mais lorsqu'il arrive qu'il y a des choses de souveraineté, l'étranger sait qu'il n'est plus chez lui, il n'est plus à sa place. Et c'est comme ça que le peuple ivoirien doit réguler ça.
sa nation. Lorsqu'on arrive, on a compris ceci. Un autre point extrêmement important se retrouve au niveau de l'économie. On a pris cet exemple sur le plan macro, mais sur le plan micro, l'individu ivoirien doit comprendre qu'il est absolument important pour lui de développer son plan, se développer sur le plan économique. Ce que les autres font. Les autres ne font aucune magie. Quand ils arrivent, ils comprennent certaines choses qu'on appelle, ils comprennent le mécanisme du business, à l'occurrence l'intermédiation financière. Ils comprennent comment déplacer les flux financiers sur le marché international, ce que le jeune ivoirien ignore. Je parie fort que si on demande à un ivoirien qui regarde cette vidéo, c'est quoi l'intermédiation financière, il ignore totalement. Voilà, c'est pourquoi nous avons mis sur pied une formation unique et spéciale en Afrique, vous ne trouverez nulle part, qui parle exclusivement de l'intermédiation financière. Et lors de cette formation, on se retrouvera du côté de l'île Maurice dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial du 26 au 29 mars 2026 dans un environnement bien structuré, bien formaté, où les gens viendront de plusieurs pays à travers le monde. Et il faut rappeler que c'est une formation élitiste et très bien sélectionnée. Ce n'est pas n'importe qui a accès. Ceci dit, si vous avez l'envie d'appartenir à ce réseau très fermé, d'appartenir à cette dynamique qui se développe sur le marché international, sur le plan international bien évidemment, retrouvez-nous en cliquant rapidement sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo, où vous pouvez joindre notre équipe du Cameroun au plus 237 6 98 68 45 97, ou joindre notre équipe de l'île Maurice au 230 57 13 48 87. Si vous voulez me parler spécialement, vous pouvez le faire via Telegram sur mon numéro de Singapour au plus 65 91 94 20 30. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de petits pouces, de partager, d'inviter les vues proches et envoyer cette vidéo à un Ivoirien qui serait intéressé. Je vous aime. À la FIA. À bientôt.